C'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir chez nous. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la RFM et vous faites bien. Il est 22h, voici le journal. Délocalisé Val d'Afrique, c'est le souhait de certains Rufisquois. Après qu'un entrepôt de cette entreprise a pris feu, il a fallu plus de 2 heures pour que les soldats du feu puissent maîtriser les flammes. Climat très tendu entre le directeur de l'agence de presse sénégalaise et la chef du service marketing commercial. Celle-ci a catégoriquement refusé de quitter son bureau après avoir été remplacée à ce poste. Et après une altercation, Fatou Mbayang Ndiaye a porté plainte après avoir, dit-elle, été agressée. Pas moins de 5 écoles fermées à Rufisque. Elles étaient délabrées à cause de l'érosion côtière. De bonne volonté sonnent l'alerte et s'investissent pour la réhabilitation des salles de classe. La situation inquiète puisque la déperdition scolaire devient de plus en plus inquiétante. Après avoir tiré un mauvais bilan de la campagne agricole, le cadre des producteurs d'arachide tend la main aux acteurs qui s'intéressent à la commercialisation de l'arachide, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers. C'est pour disposer d'engrais et de semences de qualité. Cyclisme Tour du Fleuve, la 3e étape remportée par Asmalik Diaw, pensionnaire de Mbour Petite Côte. Et puis en football, Mayacine Mar intègre le panel des experts, instructeurs et consultants de la FIFA. Vous aurez toujours dans la seconde partie de ce 22h le tour du web, quartier vert, bonne santé. Et puis Dieman Ndiaïba, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et l'invité de RFM Soir. Entretien avec Amadou Sabarba sur l'enregistrement des enfants à l'état civil et l'informatisation des actes de naissance. Amadou Ndiaye sur la partie technique. Bienvenue à toutes et à tous. Après l'incendie qui s'est déclaré à Val d'Afrique, les populations de Rufisque demandent sa délocalisation pour plus de sécurité. Un entrepôt contenant des matières premières, dont de l'alcool, avait pris feu. 60 sapeurs-pompiers et 12 engins ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Salif Sow. Les soldats du feu, une soixantaine, ont mis 2 tours d'horloge pour maîtriser les flammes selon le lieutenant Mohamed Charles Maïsonko de la 14e compagnie de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Rufisque. Un des entrepôts de Val d'Afrique contenant de l'alcool est parti en fumée. Ni les dégâts, ni l'origine du sinistre n'est connue pour le moment, a laissé entendre le directeur administratif de l'usine, Toumani Sissoko. C'était quand même au départ assez spectaculaire parce que c'est un local qui a pris feu et un local dans lequel il y avait des matières premières et des produits inflammables. Comme quoi, il y avait de l'alcool, il y avait un peu d'éther si je ne me trompe, mais il y avait surtout de l'alcool. Donc quand cela a pris feu et que c'est dans des fûts, donc vous voyez quand il y a le feu il explose. Et quand il explose, donc forcément les murs étaient bien faits, la flamme part en haut et ça en prend une bonne hauteur. Donc quand ça prend une bonne hauteur, il y a de la fumée et tout, c'est assez spectaculaire. Et là, les gens se prennent peur. Pas de perte en vie humaine, pas de blessés, mais une grosse colère dans les rues des quartiers environnants. Les riverains de Val d'Afrique n'ont pas échappé aux flammes. D'ailleurs, des dégâts mineurs ont été constatés dans 2 maisons. C'était le souffle qui peut. Tous, en même temps, ont voulu partager leur inquiétude. Val d'Afrique, construit depuis 1942, produit des pastilles, des insecticides et autres produits médicaux en même temps. La police a ouvert une enquête. RFM Rufisque. Salif Sow, après les incendies survenus dans les marchés en 2019, le gouvernement avait annoncé un programme d'urgence d'installation de bouches d'incendie. À la gare routière Petersen, les commerçants disent attendre que cela soit une réalité. C'est un reportage de Fatou Ndaoumbaye. 2019 était marqué par une série d'incendies survenus dans les marchés de Dakar. D'ailleurs, le gouvernement avait annoncé un programme d'urgence de 300 millions de francs CFA pour l'installation de bouches d'incendie. Pourtant, Madia Rafal, une des victimes de Petersen, dit n'avoir rien vu de ces mesures d'urgence. Ils n'ont rien installé ici, c'était simplement des paroles en l'air. Depuis l'incendie, on n'a plus eu de nouvelles du gouvernement, déplore Serine Morniaï. Depuis le jour qu'il était venu ici nous voir, c'est depuis ce jour qu'on n'a plus de nouvelles venant du ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, ce jour-là, j'étais ici. Il était venu vers les coups de 5 heures du soir. Depuis lors, on n'a vu personne, même un envoyé de sa part. Biran Diop, lui, dit avoir pris ses propres mesures de sécurité. Avec la fougue des événements, ils peuvent venir faire n'importe quelle déclaration. Mais moi, à ma descente, j'arrête spécialement mon interrupteur. Je ne laisse désormais aucune trace de branchement d'électricité.
Ce programme engagé entre le ministère de l'Intérieur et la Sénégalaise des Eaux se voulait de permettre une facilitation de l'approvisionnement et la fourniture en eau en cas d'incendie. Ces pistes de sortie sont jugées auprès des commerçants de Petersen comme des promesses purement politiciennes. Le directeur de la protection civile que nous avons joint nous a demandé de nous référer à celui qu'il avait annoncé. Le ministre de l'Intérieur était injoignable. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, altercation entre le directeur de l'agence de presse sénégalaise et le service marketing commercial. À l'origine, le refus de la chef du service de quitter son bureau après avoir été sommée il y a 2 mois, Fatoumba Ndiaye a déposé une plainte pour, dit-elle, avoir été agressée. Abdoulaye Diop. L'attention étendue à l'agence de presse sénégalaise, rien ne va plus entre la direction et le service commercial et marketing de la boîte. Après avoir été sommé 2 mois en avant de quitter son bureau, en vain, la direction a décidé d'agir. Fatou Mbayang, chef service marketing et commercial. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bientôt, ça fait plus d'1 mois qu'on subit ça à la pêche. Maintenant, ça a pris un niveau vraiment inquiétant, une violence dans nos propres bureaux. Le directeur de l'APS accompagnés d'un menuisier sont entrés dans le bureau pour lui demander de quitter les lieux. S'en est suivi une altercation dans laquelle la plaignante dit avoir été agressée, d'où sa plainte. Donc moi personnellement, je viens de la section recherche de Colobane. J'ai déposé ma plainte par le biais de mon avocat Ndiaye. Donc on attend que la justice suive son cours et que le directeur de l'agence de presse sénégalaise, tout comme son avocat, n'ont pas voulu se prononcer pour le moment sur cette affaire. Direction Saint-Louis. En seulement 2 ans, pas moins de 5 écoles délabrées ont été fermées. Les régions côtières est passée par là, une situation inquiétante puisque la déperdition scolaire devient de plus en plus importante. De bonne volonté sonne l'alerte pour la réhabilitation et surtout reconstruire les classes. Mohamed Nabissila. En 2 ans, pas moins de 5 écoles ont été fermées dans la commune de Saint-Louis du fait de l'avancée de la mer ou de l'état de délabrement avancé des infrastructures. Aujourd'hui, on assiste à la fermeture effrénée des écoles de Saint-Louis. 5 ou 6 écoles fermées. C'est catastrophique. Et si ça continue, on risque de se retrouver sans école. Et ça, c'est un appel que je lance à tous les Saint-Louisiens, à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour sauver l'école saint-louisienne et l'école sénégalaise de façon générale. Ce constat fait par le docteur Ahmadou Dia, ancien député et responsable du Parti socialiste qui procédait à la remise des clés d'une salle de classe et du mur servant de devanture à l'école Mambrawangom. On a réfectionné la classe et la clôture, mais il y a l'extension également de tout un bloc de 3 classes qu'on va entamer pendant les vacances. Mais également, on a déjà envisagé dès la semaine prochaine d'entamer les travaux au niveau de l'école Charles-Niang, qui est aussi délabrée que l'école Awangom. Un exemple à suivre selon l'IEF de Saint-Louis Commune, Cheikh Yaba Diop, qui exhorte les bonnes volontés à se mettre sur les pas du généreux donateur. Je tiens vraiment à remercier Dr Ahmadou Dia pour cette contribution à l'effort d'éducation. Il y a beaucoup de salles de classe qui étaient au niveau de l'école Awangom qui étaient dans un état de développement très avancé. Et aujourd'hui, il a pris l'engagement de réhabiliter ces salles de classe. Saint-Louis abrite plusieurs écoles centenaires qui sont aujourd'hui dans un état de délabrement qui oblige les autorités académiques à réduire les effectifs ou à les fermer tout simplement. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Vulgariser la fonction publique locale auprès des exécutifs locaux avant son application au mois de mars prochain. Le ministre de la décentralisation et des collectivités territoriales est en mission à Ziguinchor. 9000 travailleurs répartis sur l'ensemble du territoire national devraient être intégrés dans cette fonction publique locale. Oumar Gueye est avec Lamine Ba. Nous sommes à notre 5e rencontre ici à Ziguinchor pour parler avec les acteurs de la décentralisation et particulièrement les maires et les présidents de conseil départemental sur la fonction publique locale, sur une meilleure compréhension de celle-ci parce que nous avons estimé que pour que cette fonction publique locale puisse voir le jour, il faut que ceux qui ont en charge cette fonction publique locale, à savoir les exécutifs locaux, comprennent les tenants et les aboutissants. Ça a été le cas aujourd'hui après de larges discussions.
les maires, les présidents de conseil départemental ont compris le bien fondé de cette fonction publique locale, mais également les travailleurs, avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Il y a eu beaucoup d'échanges et nous sortons satisfaits de cette rencontre et nous leur demandons, notamment aux exécutifs locaux, les maires, présidents de conseil départemental, de faire en sorte que d'ici le mois de mars, que nous puissions boucler la mise en place de la fonction publique locale dans cette belle région de Ziguinchor. Il y a eu 9000 environ qui ont été retenus et qui sont répartis à travers le territoire national dans les différentes collectivités territoriales. Il est 22h10. RFM, la radio de toute l'actualité. Kaolack, le cadre des producteurs d'arachides tire un mauvais bilan de la campagne agricole. En assemblée générale, le cadre a passé en revue le déroulement de la campagne. Les producteurs demandent aux acteurs qui s'intéressent à la commercialisation de l'arachide étrangers comme industriels d'investir dans la production en accompagnant les producteurs en termes d'engrais et de semences de qualité. Hamidou Diop, président du cadre des producteurs d'arachides au micro d'Ibrahim Djamé. Nous avons constaté qu'il y a eu une baisse drastique de la production. Parce que généralement, les gens n'investissent pas dans la production. Et quand on n'investit pas dans la production, il n'est pas évident que le peu d'investisseurs que nous détenons par devers nous continuent à le faire si, donc, en aval, les gens ne respectent pas leurs engagements. Donc, je veux dire tout simplement que ceux qui sont en train pratiquement de spéculer sur le marché n'accompagnent pas les producteurs dans la production. Vous faites allusion aux étrangers ? Évidemment, et certains industriels qui sont ici présents et qui n'investissent pas dans la production. Le schéma est tel que, impérativement, tous ceux qui s'agitent autour de la filière doivent s'impliquer dans la production. Mais l'hivernage étant trop aléatoire, certains ne prennent pas le risque d'investir. Ils préfèrent attendre la production pour spéculer. L'accompagnement que nous voulons, c'est que tous les acteurs qui ont besoin pratiquement de cette matière première doivent accompagner les producteurs à disposer de suffisamment d'engrais et de semences de qualité. Y compris les étrangers. Mais bien entendu. Les travaux du Grand Pont de Foundiougne vont être réceptionnés en mars 2021. C'est le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Oumar Youm, qui l'a dit ce matin lors de sa visite sur les lieux. La réalisation de ce pont long de 1300 mètres est exécutée à hauteur de 50%, nous dit Aminata Goudiaby. Les entreprises chinoises en charge de la construction du pont de Foundiougne sont à pied d'œuvre. Les travaux avancent sur le chantier et l'ouvrage pourrait être réceptionné en mars 2021. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a visité le chantier en compagnie de son collègue des pêches et de l'économie maritime, Oumar Youm. Je pense que c'est le pont le plus long au niveau du Sénégal. 1300 mètres de portée avec un travail extrêmement sérieux, technique, effectué avec beaucoup d'intelligence qui devrait nous permettre justement à terme, normalement, mars 2021 de réceptionner ce pont. Mais nous sommes déjà à plus de 50% d'exécution et ça c'est très important dans une zone où les difficultés ne manquent pas. Ce pont, une fois achevé, va totalement désenclaver le département de Foundiougne et du coup booster son économie. Le pont va améliorer la fluidité, améliorer la circulation des personnes et des biens, mais aussi impacter négativement et positivement dans l'intégration du Sénégal dans la sous-région. Vous savez très bien qu'à partir de Foundiougne, on peut faire des raccourcis pour aller en Gambie. Mars 2021, nous aurons un pont à l'usage des Foundiougnais qui va leur permettre justement de remplacer ce bac qui est vétuste, qui cause beaucoup de problèmes en termes de confort, beaucoup de problèmes dans le déplacement, en termes de lenteur aussi. Je pense que ce pont-là est véritablement la solution durable qui permet d'améliorer de manière notable la mobilité dans cette zone particulièrement enclavée. Les travaux de construction du pont de Foundiougne ont démarré en 2018 et le coût du financement s'élève à 42 milliards de francs CFA, selon le ministre Oumar Youm. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Et au terme de sa visite sur le chantier du pont de Foundiougne, le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement a demandé aux transporteurs de mettre fin à la surcharge car cela favorise la dégradation précoce des routes. Oumar Youm au micro de M. Goudiaby. Oumar Youm que nous allons écouter avant la fin de cette édition, sinon voir si l'élément est en place. Oumar Youm donc l'élément est en place, nous dit Amadou Ndiaye. Si nous avons engagé le développement économique et social du Sénégal à travers le développement d'infrastructures routières de très grande qualité, c'est pour que ces infrastructures routières soient soumises à un usage qui permet de les préserver. D'où la notion de patrimoine routier. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons déjà
en l'espace d'un mandat, réalisé plus de 1800 et quelques kilomètres de routes revues, l'équivalent de plus de 2000 milliards de francs CFA. Nous n'allons pas laisser l'usage de ces routes être dégradé par une pression indue des transports qu'on appelle l'extrême surcharge. Le règlement 14 est là justement pour éviter que l'extrême surcharge ne dégrade de manière prématurée nos infrastructures routières. Donc nous appelons encore une fois à plus de responsabilité, à plus de prise de conscience, qu'on puisse comprendre que le patrimoine routier du Sénégal est un patrimoine à préserver, mais aussi les vies des personnes, des passagers, des riverains, des usagers de la route sont également importants pour nous. Louga, maintenant, Keur Ngouta, qui rappelle au président Macky Sall ses promesses, le bitumage de la route Ngouta-Warak et la construction d'un centre de santé. Les populations attendent la réalisation de ces promesses. De ces promesses à Brampol Pouille. Situé dans la commune de Pétewarak, dans le département de Louga, Keur Ngouta rappelle au président Macky Sall sa promesse, à savoir le bitumage de la route qui relie la localité à Warak, longue d'une quinzaine de kilomètres, et la Cheikh Diop Ngouta, porte-parole des populations. La priorité de Keur Ngouta reste la route, le bitumage. Les populations des villages environnants travaillent à Keur Ngouta et elles sont obligées aussi de venir jusqu'ici pour récupérer des lettres. Nous rappelons juste au président de la République Macky Sall sa promesse. On avait évoqué le problème devant lui et il avait pris l'engagement de construire cette route. Mais peut-être c'est Dieu qui ne l'a pas encore voulu. Mais nous attendons. Outre ce problème, Keur Ngouta manque énormément d'infrastructures sanitaires et pourtant la localité polarise une dizaine de villages. Pour se soigner, les populations sont obligées de se rendre au centre de santé de Koki ou à Louga. Le président Macky Sall nous avait promis de construire un centre de santé. Ces propos ont été soulevés lors de l'édition 2020 de la Ziara annuelle de Keur Ngouta. Le service régional de l'ONAS a été pointé du doigt par le comité d'organisation pour non-respect des engagements pris lors du CLD préparatoire. Abraham Paul Pouy, Keur Ngouta, Radio Futur Média. RFM Sport. Et nous en venons à la page des sports que nous démarrons avec du cyclisme autour du fleuve. Asmalik Diaw remporte la 3e étape. Le pensionnaire de Mbour Petite Côte devance Bekay Traoré avec un chrono de 3h15 minutes 33 secondes sur une distance de 106 km. Richard Toll Fanaï, le français Guillaume Baudouin est arrivé en tête des équipes étrangères. Mamadou Diagne. Après avoir terminé deuxième lors de la précédente étape, Asmalik Diallo, le pensionnaire de Mbour Petite Côte, vient de remporter la 3e étape du Tour du Fleuve. Une étape distante de 106 km allant de Richard Toll Fanaï avec un chrono de 3h15 minutes 33 secondes. Pour le pensionnaire de Mbour Petite Côte, l'étape la plus difficile est le trajet Richard Toll Fanaï. Franchement, le trajet Richard Toll Fanaï était plus dur avec le vent, mais c'était plus facile au retour, c'est-à-dire Fanaï Richard Toll. On est resté patient jusqu'aux 15 derniers kilomètres pour accélérer. Bien vrai que j'ai remporté la partie, mais tout le mérite revient à Bekay, car c'est lui qui m'a formé et qui m'a forgé aussi à devenir cycliste. Pour sa première participation, le français Guillaume Baudouin est arrivé en tête pour les équipes étrangères. Ce dernier n'est pas content de sa performance vu le niveau de la course. Le niveau est hétérogène. Il y a des très forts, il y a des moyens. Moi je pense être dans les moyens, mais avoir aujourd'hui le maillot vert c'est encourageant. À vrai dire, les 10 derniers kilomètres j'ai bloqué, j'étais pas vraiment bien. Donc non, je suis pas satisfait parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Malgré sa deuxième position durant cette étape, Bekay Traoré reste toujours vainqueur du Tour du Fleuve. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. Mamadou Diagne, merci. Mayacine Mar intègre le panel des experts et instructeurs et consultants de la FIFA. Il a été informé par écrit par le département technique de la FIFA. Mayacine Mar dit remercier la Fédération sénégalaise de football et le peuple sénégalais. Il revient avec Soda Thiam sur la mission qui l'attend. Je suis présentement au Qatar, à Doha, pour un workshop de la FIFA. Et je viens d'être informé par écrit par le département technique de la FIFA de mon intégration dans le panel des experts, instructeurs et consultants pour des missions dans le monde,
des missions de formation d'entraîneurs, d'accompagnement de fédérations et autres missions. Je voudrais, au-delà de cette nomination, de cette intégration, vraiment remercier le peuple sénégalais, remercier surtout la fédération de football, le comité exécutif et son président, pour m'avoir permis en tout cas de mettre en exergue toutes mes compétences dans le football. Il y a 2 mois ou 3 mois, donc j'ai été nommé instructeur élite au niveau de la CAF. Aujourd'hui, donc, c'est la FIFA également aussi qui me nomme à ce poste de panel. Je pense que je saurais mériter en tout cas cette confiance-là et je souhaite la prière de toutes les personnes, de tous les Sénégalais pour réussir cette mission. La menace de déguerpissement qui vient s'ajouter à l'état de délabrement très avancé de leur salle d'entraînement inquiète les pratiquants d'arts martiaux de la commune de Mbacké. Ce club de karaté de Mbacké et Touba compte pourtant plusieurs champions du Sénégal, Marima Diop. Les pensionnaires de la salle des arts martiaux du Karaté Club de Mbacké Touba vivent un véritable calvaire. La salle d'entraînement est étroite et inconfortable selon coach Mbaye qui lance un cri du cœur. Des centaines de personnes s'entraînent dans cette salle et puis je produis de bons élèves. Depuis ces années, nous sommes les champions du Sénégal cadets et juniors. Lors de la Coupe du Sénégal passée, nous avons obtenu 7 médailles d'or. Et vous voyez l'état de la salle. Pour le tapis, c'est une bâche que nous avons étalée par terre et nous avons dû cotiser pour l'avoir. On n'a pas de sac de frappe. Même pour aller en compétition, c'est la croix et la bannière. En plus de cela, ils sont sommés de déguerpir. Actuellement, le propriétaire de cet espace veut nous déloger pour y ériger un projet avicole. Des jeunes qui s'entraînent pour leur bien-être et pour le développement de la ville méritent plus de considération. Nous demandons aux autorités de nous aider à avoir une bonne salle. Ces amoureux des arts martiaux rappellent au ministre des Sports Matar Ba son engagement de leur construire un espace d'entraînement au nouveau stade de Mbacké. Marima Diop, Mbacké, RFM. 8e de finale de la Coupe du Roi en Espagne, le Barça corrige les Ganais 5-0. Messi et coéquipiers n'ont pas eu besoin de forcer leur talent pour se qualifier en quart de finale, doublé de la star des Catalans, Lionel Messi. L'international sénégalais et défenseur central du Napoli de retour à l'entraînement collectif ce jeudi. Pour cause de blessure à la cuisse droite, Kalidou Koulibaly était éloigné des terrains depuis décembre. Il devrait retrouver les pelouses italiennes ce week-end. C'est avec Abdoulaye Diop. Bonsoir et bienvenue. Maître Moussa Diop n'est plus le coordinateur de la coalition Macky 2012. IGFM.sn informe que les leaders en ont décidé après avoir statué ce jeudi sur son cas et ils l'ont suspendu de ce poste. Selon un communiqué parvenu à IGFM, les leaders ont déploré les agissements de Maître Moussa Diop et informé l'opinion qu'ils ne sont liés ni de loin ni de près à l'exclusion de la députée Madame Adji Mergane Kanouté, vice-coordinatrice de la coalition, et Moustapha Diagne, président de Synergie républicaine, qui a été désigné nouveau coordinateur de la dite coalition jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau. Marche du collectif Nyolank, Dakaractu.com informe que le préfet de Dakar a autorisé la marche prévue demain vendredi à 15h. Budset.com nous fait part d'une crise à l'agence de presse sénégalaise et informe que Yaye Fatou Mbayang Ndiaye, agent en fonction, a déposé une plainte contre Thierno Brahim Fall, directeur de la boîte, Hassan Diallo et Pape Ousmane Koli pour coups et blessures volontaires et voies de fait. Pendant ce temps, Actusen.sn informe que les avocats de Guy Marius Sagna ont déposé une nouvelle demande de liberté provisoire. On n'exclut absolument rien si nous ne parvenons pas à obtenir sa liberté à partir des juridictions sénégalaises. Nous serons obligés de saisir la Cour de justice de la CEDEAO et la Commission des Nations Unies sur la détention arbitraire, a déclaré Maître Moussa Sarr, un de ses avocats, sur le site. C'est acté, le juge du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Louga a envoyé en prison le maître coranique et le présumé meurtrier du talibé Fallou Diop, âgé de 11 ans. Les inculpés ont été placés sous mandat de dépôt après 2 retours de parquet. L'information est à lire sur seneweb.com. Sur l'international, en France, le directeur de la santé a annoncé ce jeudi 30 janvier qu'un 6e cas de coronavirus avait été confirmé au moment où l'Organisation mondiale de la santé a décrété l'urgence internationale, nous dit RFI.fr. Du
sport. Pour terminer, le défenseur sénégalais de Naples a annoncé sur ses différents comptes de réseaux sociaux son retour avec le groupe ce 30 janvier. Absent depuis plus d'un mois, le capitaine des Lions s'est remis de sa blessure. Le tour du web, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi également, Abdoulaye Diop. C'est à bras ouverts que Youssouf Bodian nous accueille dans son quartier vert. Bonsoir et bienvenue. Une rencontre sous-régionale sur l'agroécologie s'est ouverte ce jeudi à Dakar. L'agroécologie, une alternative pour s'adapter au changement climatique, mais aussi éviter l'utilisation abusive des pesticides, nous dit Fatou Ndaombaye. La SYCODEV et Ndakier Monde se retrouvent autour de l'ADASEN, l'accès durable à une alimentation saine et nutritive. Ils prônent l'agroécologie pour une meilleure souveraineté alimentaire. Mamadou Kanouté, directeur exécutif de la SYCODEV. L'agroécologie est un mode d'agriculture, de gestion des sols, de gestion de la transformation, suivi après de la gestion des déchets. L'avantage, c'est que ça permet de ne pas utiliser des engrais chimiques. Tout de même, le pourcentage des terres agroécologiques reste jusqu'à présent indéfini. Il nous faudra pouvoir dire au Sénégal, tant d'hectares sont utilisés pour l'agroécologie. Dire les produits issus de l'agroécologie ont tant de parts de marché. C'est seulement à partir de ce moment que nous pouvons voir si l'agroécologie est en train de grignoter sur l'agriculture conventionnelle. La secrétaire exécutive d'Ndakier Monde, Mariam Sow, invite les consommateurs à une prise de conscience en matière de consommation. L'agroécologie, c'est un problème aussi d'éducation. On doit aspirer à avoir des citoyens qui sont conscients et qui changent ce pays-là. Nous ne pouvons pas être omnibulés par uniquement produire plus, exploiter toutes les ressources. Le combat pour une alimentation saine, équilibrée et nutritive se poursuit avec l'intitulé ADASEN. Aujourd'hui, selon eux, l'agroécologie est la seule et unique riposte contre le réchauffement climatique, la dégradation des sols, mais également comme remède vis-à-vis de certaines maladies. Fatou Ndaombaye, près de 110 000 arbres plantés en 4 ans à Malémodar dans la région de Kaffrine. Une initiative de Tree for the Future sont chargés de développement et de la communication, Maïmouna Fall Sissé avec Omar Ndiaye. Je pense que c'est un bilan satisfaisant parce que Tree for the Future adopte toujours la démarche participative pour les populations. Nous faisons en sorte que les populations se sentent elles-mêmes chefs du projet et qu'elles puissent elles-mêmes s'adapter au projet et pouvoir travailler. Nous avons planté 1 100 000 arbres parce que chaque jardin-forêt, nous faisons 1000 arbres. Donc nous avons énormément de jardins et forêts ici et nous avons 3080. Et chaque famille a son jardin et forêt. Dans ce jardin et forêt, il y a des plantes spécifiques que l'on plante, mais aussi ça aide beaucoup pour la séquestration de la carbone en dehors du fait que les populations ont une autosuffisance alimentaire. Il y a aussi la séquestration de la carbone. Et Trees for the Future vraiment milite pour cela et nous faisons la création de pépinières, la plantation d'arbres. Voilà. Mais en dehors de cela aussi, nous finançons d'autres projets comme Nebedai. Nous aidons à la plantation de mangroves dans la zone de Toubakouta et nous allons bientôt ouvrir une nouvelle zone à Fatick aussi. Et aussi nous aidons les femmes de Kersosé à Kaolack à faire leur propre jardin forêt. Et ces projets-là nous coûtent chacun $10 000, ce qui fait 5 millions de francs CFA. Pour encourager les enfants à planter des arbres et à préserver l'environnement, la mairie de Ngongom annonce un prix pour récompenser la meilleure école à Bambey, Babacar Diouf. C'est parce que nul ne peut évoluer dans un environnement malsain qu'il faut faire de la préservation d'un bon cadre de vie une priorité au quotidien. À Ngongom, le maire pense que cela ne pourra se faire que si l'on commençait par les plus jeunes au niveau des écoles. Baboucar Ndiaye. Nous avons prévu cette année, l'année prochaine, de primer les meilleures écoles, surtout ils sont plus visibles en matière d'environnement, en matière de propriété et éventuellement même le meilleur enseignant. Et ça, on va travailler avec bien sûr l'inspecteur. Cela permettrait aux jeunes élèves de persévérer dans la préservation de l'environnement, mais aussi le maintien et la multiplication des bons comportements. Sambagnan, inspecteur de l'éducation, chef de district de Ngongom. C'est aussi une source de motivation pour les élèves qui ne sont pas primés aujourd'hui. Par exemple, un enfant peut se dire « mon copain a été primé aujourd'hui, pourquoi pas moi demain ?» Donc c'est une sorte d'émulation. C'est aussi une occasion pour féliciter les enseignants qui ne ménagent aucun effort pour réaliser ces résultats-là et encourager les parents. Dans un futur proche, les meilleurs élèves protecteurs de l'environnement seront primés, tout comme qui se seront le mieux distingués dans la préservation de l'environnement. Babacar Diouf qui referme les portes de Quartier Vert. Bonne santé à Wambaye.
Bienvenue. Le mal au bas du dos ou lombalgie, une affection très fréquente avec des causes différentes. Elle survient à tous les âges et peut gêner les activités quotidiennes quand il y a des pics de douleur qui durent des semaines. À côté du traitement médical, le médecin peut orienter le patient vers le kinésithérapeute pour quelques séances de rééducation. Michael Ange Ndion, kinésithérapeute, il explique les protocoles de traitement. Alors le patient qui arrive en kiné, alors il trouve le kinésithérapeute qui fait son bilan, l'évaluation. Parce que l'évaluation nous permet, n'est-ce pas, de mettre à nu l'ensemble des problèmes que présente le patient liés à la pathologie. Alors les problèmes étant recensés, un protocole de prise en charge est mis en route. C'est-à-dire comment prendre en charge, n'est-ce pas, chaque problème. Et avec quels moyens? Alors il y a plusieurs moyens. Il y a les moyens qui entrent, n'est-ce pas, dans le traitement de la physiothérapie, qui est axé sur l'électrothérapie. C'est du courant antalgique destiné, n'est-ce pas, à diminuer la douleur. Nous avons également la thermothérapie, soit avec le froid, soit avec le chaud, toujours dans le but, n'est-ce pas, de prendre en charge la douleur. Voilà, il y a également le massage. Le massage permet de lutter contre la douleur et de relâcher les muscles qui sont souvent contracturés en cas de douleur. Maintenant, après ça, il y a des exercices d'assouplissement, de renforcement musculaire et à la fin, il y a ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort. Une fois les séances bouclées, il faut adopter un certain nombre de comportements de tous les jours pour éviter le plus possible des épisodes de douleur. Ne pas soulever les charges lourdes. Il y a une façon également de s'asseoir. Le sujet doit s'asseoir sur un plan qui a au moins la hauteur des genoux et garder le dos droit. Il y a une façon également de se coucher. Quand on sait que on passe un tiers de notre vie couché, alors cette literie-là doit être soignée. Au lit, on peut adopter une attitude qui agresse le dos pendant des heures et des heures sans le savoir. Quand on a une discopathie, par exemple, on déconseille aux patients de se coucher sur le dos, les jambes tendues pendant très longtemps. Tout comme la literie, alors le sujet garde son poste de travail pendant très longtemps aussi. Quand vous adoptez une position qui n'est pas bonne, par exemple au travail, mais vous restez dans cette position-là pendant 8 heures. Alors il nous arrive même de demander, n'est-ce pas, une reconversion. C'est-à-dire si le patient, n'est-ce pas, a un poste de travail qui constitue un danger par rapport à son état de santé, on peut conseiller à son employeur de lui changer de poste. C'est important. La prise de poids aussi, parce que, disons, le rachis lombaire supporte une bonne partie du poids du corps, la moitié, presque. Alors, plus le poids est important, plus le rachis souffre, plus les disques souffrent, et plus le risque, n'est-ce pas, d'aggraver ou d'occasionner, n'est-ce pas, une lombalgie augmente. Merci à tous et prenez bien soin de vous. RFM, l'invité. Djé Mandiaïba, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, s'entretient avec Amadou Sabarba. Merci beaucoup. RFM Soir, Djé Mandiaïba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ba. Alors, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Sénégal, en même temps président de la commission des lois, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous avez fait une communication sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la situation de l'enregistrement à l'état civil des enfants ici au Sénégal? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de m'adresser aux auditrices et auditeurs sénégalais et partager ce que je viens de vivre dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, où j'ai été sollicité pour introduire le thème sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. C'est un thème qui est très actuel, qui est une priorité pour l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il était question aujourd'hui de débattre des stratégies à mettre en œuvre, de débattre de certaines questions pour accompagner les pays, pour faire un plaidoyer, et donc on m'avait chargé d'introduire le thème. Pour cette introduction, j'ai axé mon intervention sur le cas du Sénégal. C'est vrai que j'ai fait un peu un état des lieux de la situation en Afrique, où on a quand même eu des progrès depuis un certain temps, mais où il reste encore un pourcentage assez important d'enfants non enregistrés à l'état civil. Un taux qui dépasse les 20% des enfants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et donc, avec l'état des lieux, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Les pays ont fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore à faire. J'ai donné la situation du Sénégal, qui a quand même depuis 2014, avec le soutien de l'Union européenne, des autres partenaires comme l'UNICEF, et la Commission économique pour l'Afrique, a eu quand même à faire beaucoup d'avancées en termes de modernisation de l'état civil. Donc, j'ai partagé cette expérience avec les autres pays. J'ai partagé également, et ce qui était plus important, les initiatives appuyées par l'UNICEF au niveau de la zone sud. On va y revenir certainement, mais la situation concrète ici au Sénégal, quand on parle d'état civil, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le taux d'enregistrement des enfants
enfants est à 77%, des enfants de moins de 5 ans. C'est 77% d'enfants enregistrés et 23% d'enfants non enregistrés. Ça, c'est la moyenne nationale, mais qui varie d'une région à l'autre. Donc, vous avez Dakar qui est à 92%, et Ziguinchor peut-être à 85%, et d'autres qui sont quand même un peu à la traîne, telles que les régions de Diourbel, les régions de Louga, Kaffrine. Mais on sait concrètement les facteurs de ces zones où ça traîne. Oui, les contraintes, on les a un peu listées. Souvent, c'est des contraintes d'ordre politique, des contraintes d'ordre socio-culturel, parce que souvent au niveau du Sénégal, c'est un problème de méconnaissance. Les parents ne savent pas qu'ils ont l'obligation de déclarer les enfants. Ensuite, il y a des barrières culturelles, surtout chez les musulmans, où on ne veut donner le nom qu'au bout du 7e jour. Et le 7e jour, déjà, la mère est sortie de l'hôpital. Et les gens également ne savent pas que la mère peut déclarer donc l'enfant. Donc souvent, c'est des questions de cet ordre qui font que les enfants ne sont pas toujours déclarés. Ensuite, il s'y ajoute que quand on n'a pas déclaré jusqu'au délai d'1 an, il y a des difficultés parce qu'il faut aller au tribunal et ça rend encore plus difficile la déclaration. Donc moi vraiment je pense qu'au Sénégal on n'a pas ce problème parce qu'on a eu à mener beaucoup d'actions de sensibilisation. L'UNICEF nous a accompagné le gouvernement à faire des supports en langue nationale. Donc vraiment ce problème aujourd'hui il est en voie d'être résolu au Sénégal. Mais pas carrément parce que chaque semaine ou bien chaque mois on entend ces problèmes d'état civil. Effectivement, pas carrément parce que souvent je pense que c'est toujours encore dans le cadre de la méconnaissance parce que souvent, quand on parle, il a été beaucoup question des enfants en âge de faire des examens qui n'ont pas pu. Justement. Ça également, où on a posé le problème de la régularisation des enfants exclus parce qu'ils n'avaient pas d'état civil. Moi, je pense que ça, c'est des problèmes qu'on peut résoudre. Mais il faut une volonté. Mais comment La volonté, c'est aujourd'hui, le Sénégal s'est engagé dans une politique de scolarisation universelle. Ça veut dire que l'enfant doit aller à l'école, même s'il n'a pas d'acte de naissance. Je pense que si on accepte l'enfant la première année, dès la deuxième année, on doit quand même réclamer l'acte de naissance aux parents. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de directeurs d'école qui sont engagés à accompagner les parents, mais il faut le faire dès la deuxième année. Il ne faut pas attendre 6 ans pour dire que oui. Au moment de l'examen. Moment de l'examen pour dire que l'enfant. Moi, je pense que ça, c'est des problèmes quand même qu'on peut résoudre si on a une volonté et un engagement. Et ça demande peut-être également une certaine organisation et une synergie des actions entre l'État civil et le ministère de l'Éducation nationale. Je rappelle l'invité ce soir, c'est Madame Dié Mandiaïba, elle est députée à l'Assemblée nationale, en même temps présidente de la commission des lois. Alors, Madame Ba, qu'est-ce qui a été fait concernant ce sujet ici au Sénégal quand on parle État civil? Beaucoup de choses ont été faites pour le Sénégal. Je pense que le Sénégal, d'abord, c'est ce qui manque partout, c'est la volonté politique. Alors qu'ici au Sénégal, on a eu la volonté politique du chef de l'État qui a été plusieurs fois exprimée pour aller vers la modernisation de l'État civil, pour aller vers l'informatisation de l'État civil. Mais c'est son vœu tout simplement. Non, c'est pas un vœu, parce qu'on a réussi à mettre en place un organe central de coordination, ce qui faisait défaut, parce que l'État civil est une compétence qui est déléguée aux collectivités locales. Donc, mais avec l'organe central, le Centre national d'État civil, qui a connu une évolution en direction de l'État civil, ça c'est une volonté politique. Ensuite, il y a eu des moyens qui ont été mis à la disposition de cette direction et il y a eu l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on est arrivé à numériser 15 millions d'actes, quand on a informatisé une centaine de centres d'état civil, je pense que quand même des efforts ont été faits par le Sénégal et ce n'est pas seulement des vœux pieux. Le gouvernement est très engagé. Alors, des efforts ont été faits, vous l'avez dit. Maintenant, il y a des zones où vous avez fait des résultats satisfaisants, notamment dans le sud. Qu'en est-il exactement? Oui, le gouvernement est accompagné par l'UNICEF au niveau de la zone sud. Vous savez que l'UNICEF, c'est l'organe des Nations Unies chargé de la protection des enfants. Et l'article 7 de la Convention des droits de l'enfant dit que l'enfant doit être enregistré. C'est le premier droit de l'enfant. Donc l'enfant doit être enregistré dès la naissance. C'est un droit et c'est un devoir également pour les parents et pour l'État de veiller à ce que l'enfant soit déclaré dès la naissance. Et l'UNICEF est en train d'accompagner toutes les initiatives qui
vont faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés dès la naissance. Donc, l'UNICEF a accompagné les coins état civil, ce qu'on a appelé coins état civil. Ça veut dire qu'au niveau des structures de santé, de tous les centres d'état civil des régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, ils ont installé des coins santé. Ça, c'est une collaboration entre les centres d'état civil et les structures sanitaires. Ça veut dire que tous les enfants qui naissent dans la structure sanitaire sont portés à la connaissance de l'agent chargé du coin état civil qui l'inscrit, et donc il y a également un accompagnement. Les agents chargés de ces coins accompagnent également les parents qui ne savent pas. Ils les accompagnent pour que les enfants soient déclarés. L'UNICEF a également d'autres initiatives, c'est de veiller à ce qu'il y ait une corrélation entre les accouchements assistés et les taux d'enregistrement des naissances, entre les vaccinations au BCG et les déclarations des naissances des enfants. Donc ça, je pense que c'est des initiatives. Si on les met à l'échelle, ça va permettre quand même d'avoir un enregistrement universel des naissances. Et l'autre initiative également pour l'UNICEF, c'est une chose, c'est d'avoir une reconnaissance juridique de l'enfant, que l'enfant soit déclaré, mais une autre chose également, c'est de pouvoir recueillir les statistiques. Au niveau du Sénégal, on avait un manque. Quand on nous interpellait sur les statistiques, il fallait faire appel au recensement ou à des enquêtes périodiques pour avoir des données. Et là, avec l'outil, la plateforme Rapid Pro qui a été appuyée et financée par l'UNICEF, cette plateforme permet, par le biais de SMS, d'avoir une notification des actes qui sont déclarés par centre, des agrégés garçons-filles également, qui tient compte des modalités de déclaration. Parce qu'avec cette plateforme, tu peux savoir s'il y a 100 enregistrements d'enfants. Parmi ces enfants, combien sont des garçons, combien sont des filles, mais également combien ont été enregistrés dans les délais, combien ont été déclarés tardivement et combien ont été déclarés sur la base de jugement d'autorisation d'inscription. Donc je pense que ça également, c'est quand même des efforts qui n'existent pas ailleurs. Maintenant, concernant le projet de numérisation à l'état civil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille à Dakar, il est né à Kédougou pour avoir un extrait, c'est la croix et la bannière. Où en êtes-vous exactement? Donc je pense que le gouvernement a déjà des réformes en vue pour lever la territorialisation de l'état civil. Ces réformes sur le code de la famille, sur les dispositions relatives à l'état civil concernent beaucoup d'aspects. Il n'y a pas seulement que la territorialisation, il y a également je vous ai dit tout à l'heure que l'informatisation est en cours, donc ça veut dire qu'il faudrait que... Mais qui prend beaucoup de temps quand même. Oui, mais c'est parce que c'est lourd, c'est un investissement lourd. Et donc aujourd'hui, l'État doit prendre en compte dans le code de la famille les dispositions relatives à l'informatisation, parce que le code ne parle que des registres manuels, les registres d'état civil manuels. Et dans le code, il fallait modifier pour prendre en compte les registres électroniques, prendre en compte la déclaration électronique. Je vous ai tantôt parlé de la déclaration par SMS ou bien la collecte des données par SMS, alors que ce n'est pas prévu par la loi. Donc toutes ces modifications quand même intéressantes, et c'est là où le Parlement peut jouer un rôle en accompagnant, en faisant un plaidoyer pour que ce projet de loi puisse arriver rapidement à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse l'adopter, et ça va quand même faciliter beaucoup de choses. Ici au Sénégal, ce projet de loi, où en êtes-vous exactement? Ce projet de loi est là depuis 2014, mais puisque c'est dans le cadre du Code de la famille, ça pose un problème. Donc l'une des recommandations phares que nous avons proposées à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est de proposer une loi cadre qui permet de faire de l'état civil une loi à part entière, une loi qui ne dépend pas du code de la famille. Donc ça, c'est une proposition. Est-ce que ça va passer? Est-ce que les pays vont l'accepter? Ça également, ça va dépendre des volontés politiques des pays. Et au Sénégal? Pas encore. Donc l'APF a proposé cette loi cadre, qui a été proposée au Sénégal. Peut-être que le gouvernement va l'étudier, mais nous, on est derrière, vraiment pour proposer à l'État que l'État adhère à cette loi cadre. Au-delà de cette recommandation, vous avez fait d'autres quand même. Qu'en est-il exactement ces recommandations que vous avez eu à faire après votre... On a fait d'autres recommandations. C'est vraiment, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs intervenaient pour accompagner l'état civil, et chacun dans son coin. Et aujourd'hui, pour plus d'efficacité et plus de pérennisation, il fallait quand même qu'il y ait une collaboration. On a proposé qu'on renforce la collaboration. On a proposé également qu'il y ait une synergie des actions, parce que quand même, chacun investit sur le même sujet. Donc, c'était important qu'on propose une recommandation allant dans le sens d'une rationalisation des interventions. Merci beaucoup, Madame Ba. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Je rappelle que nous étions avec Madame Ndiaye Ba, elle est députée à l'Assemblée nationale du Sénégal, en même temps présidente de la commission des lois. Merci à vous l'antenne.